Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le QG politique, 40 minutes en tête à tête chaque semaine avec un élu du territoire. Aujourd'hui, je reçois l'une des figures politiques de l'Isère de ces dernières décennies. Bonjour Jean Faure. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous avez été élu pendant plus de 30 ans dans différentes fonctions, maire d'Autran dans le Vercors jusqu'à vice-président du Sénat au niveau national. Votre premier mandat, c'était en 1979. Votre dernier s'est achevé en 2011. Vous êtes retraité de la politique depuis une dizaine d'années. Est-ce qu'on décroche vraiment de la politique quand on y a passé autant de temps en tant qu'élu? Non, on ne coupe pas tout de suite parce que à partir de 2011, mes copains et sénateurs sont précipités sur moi pour me donner une autre mission à la tête de l'Amicale des anciens sénateurs, qui n'est pas une organisation politique, mais qui est un lieu convivial où les hommes politiques se réunissent pour ne pas faire de politique. En gros, ça veut dire manger ensemble, faire la fête, se respecter. Donc, on ne débraye jamais de la politique. Alors, vous avez fait votre carrière au centre droit. Est-ce que vous êtes encore adhérent à un parti politique aujourd'hui? Alors, j'avais un peu coupé les ponts, mais récemment, j'ai repris ma carte pour voter pour mon candidat au présidentiel de droite, parce que je pensais que c'était le seul qui avait une dimension internationale et une dimension nationale et une expérience unique dans le personnel politique disponible. C'était Michel Barnier. Malheureusement, ma voix s'est perdue parmi les milliers qui ont voté autre chose. Et je le regrette, mais j'ai repris ma carte uniquement pour un peu donner une chance à un homme que j'estime beaucoup. Vous êtes déçu du résultat? Valérie Pécresse, vous pensez qu'elle n'a pas forcément on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Valérie Pécresse, d'abord, elle a un avantage, ce sera la première femme qui se présente à la magistrature suprême. Pour la droite. C'est quand même, bon, alors pour la France, c'est une bonne image. Elle est jeune, elle est belle, ça ne suffit pas. Hein. Il faut aussi un projet pour la France. Et là, pour l'instant, j'attends un peu de voir parce que je ne suis pas totalement convaincu des arguments avancés pour régler les problèmes auxquels notre pays est confronté. Comment un petit paysan du Vercors s'est-il retrouvé vice-président du Sénat? C'est l'histoire que vous racontez dans cette autobiographie qui vient de sortir aux éditions Glénat, un parcours atypique depuis votre naissance en 1937 dans la ferme familiale à Autran. On la voit sur ces images, c'est dans un petit hameau qui s'appelle Hébertières, c'est ça, à quelques kilomètres du bourg. Hébertières, oui. Jeune, vous rêviez pas du tout de politique. J'ai vu que vous aviez envie de faire de la chanson, d'être chanteur d'opéra. Oui, quand on est jeune, on a tous des projets. J'étais extrêmement sensible à la musique. Je connaissais tous mes classiques. Alors même que j'ai découvert la musique, j'avais 12 ans. À la ferme, il n'y avait pas de poste radio. Et il y avait encore moins de télévision ou d'appareils à musique. Et j'ai découvert, quand je suis arrivé au lycée, par l'invitation d'un garçon chez lui qui m'a fait écouter une symphonie de Beethoven. Mais j'étais tellement enthousiasmé que ça ne m'a plus jamais quitté. Et après, j'ai beaucoup écouté de la musique et ça me travaillait vraiment en profondeur. Alors, vous avez dû arrêter quand même l'école, en tout cas les études assez tôt, pour vous occuper de la ferme familiale. On voit là quelques photos avec vos frères et sœurs. La politique, à cette époque-là, ce n'était pas du tout dans votre plan de carrière. Non, parce que moi, d'abord, avant de partir à l'armée, ma destination, c'était de succéder à mon père. À la ferme. Et d'être paysan. Quand je suis revenu de 2 ans et demi d'Algérie, les choses avaient beaucoup changé. Et ensuite est apparue la mécanisation. Et la mécanisation a bouleversé le milieu rural en apportant finalement des moyens énormes sur le plan de la facilité du travail, mais en même temps avec des charges énormes. Donc les fermes, il fallait qu'elles s'agrandissent pour amortir, et en s'agrandissant, elles s'agrandissaient sur le voisin. Et peu à peu, tous les voisins lâchaient, puis il y en a un qui résistait le plus, et c'est le seul qui restait. On était 140 agriculteurs à Autran quand je suis parti à l'armée. Aujourd'hui, il en reste 6.
Donc, si vous voulez, avec la même surface, ils ont doublé les productions avec 6 agriculteurs seulement. L'autobiographie s'appelle Le Renard du Vercors. C'est votre surnom. Il vient d'où ce surnom? Alors, d'abord, j'ai une histoire un peu particulière avec le renard, parce que c'est un animal qui me fascinait. Mon père le faisait écouter la nuit quand il appelait ça aboyer à la lune. C'est-à-dire que la lune, quand la lune était pleine, le renard sortait et là, il hurle, il appelle ses confrères. C'est peut-être la saison des amours, je ne sais pas. Toujours est-il que son cri est assez glaçant quand même. Et ça foutait la trouille. Hein. Quand on a 3-4 ans, qu'on entend le renard dehors, ça fait peur. Mais par contre, je me suis habitué à cet animal parce que c'est un animal fascinant dans la mesure où il n'affronte jamais. Il ne va pas se jeter sur une proie et la bouffer. Il commence à renifler, il commence à faire le tour. Et s'il est capable de la manger, il la mangera, mais s'il ne peut pas, il va la contourner. Il n'attaquera pas et il ne se laissera jamais bouffer. Ça correspond un peu à votre mentalité, à la façon c'est un peu ce qui se passe en politique. Il faut parfois être pragmatique et prudent. Vous avez exercé presque tous les mandats, maire, président de communauté de communes, conseiller départemental, conseiller régional, sénateur. Laquelle de ces fonctions vous avez préférée? D'abord, ce cumul, quand on le dit aujourd'hui, c'est choquant. Mais à l'époque, non seulement c'était pas choquant, mais c'était nécessaire. Parce que si on voulait être efficace, il fallait prendre l'échelon au-dessus. Et par exemple, un maire, s'il arrive à être conseiller général, non seulement il va aider sa commune, mais il va aider toutes les communes de son canton. Et après, s'il est parmi les sénateurs, les conseillers généraux un peu actifs, il va être sollicité pour les députations, pour le conseil régional et tout. Donc on se dit, le conseil régional, c'était énormément de moyens. La vie politique, c'est autre chose, mais c'est là où il y a le vrai pouvoir. Donc on a toujours envie de grimper les échelons pour être plus efficace localement. Sauf que c'est pas non plus, c'est ce que j'appelais la théorie de l'escalier. C'est-à-dire que vous montez, pour être de plus en plus efficace. Mais si vous montez trop haut, vous risquez de perdre le contact avec les gens qui vous ont élu. Donc il y a un danger. En plus, on n'est pas one-man show. Hein. On n'a que 24 heures par jour et on est vite épuisé à vouloir tout faire. C'est pour ça que moi, j'étais pour la limitation le cumul des mandats. Mais pas au point où ils ont poussé, parce que par exemple, un député qui n'a pas une responsabilité locale, il est vite coupé de sa réalité. Un sénateur qui représente les collectivités locales. Mais s'il n'est pas maire, qu'est-ce qu'il représente? Lui, c'est pas valable, ça. Je suis pour un minimum de cumul. Alors vous avez occupé beaucoup de fonctions, mais vous avez aussi la particularité d'avoir jamais perdu une élection. C'est assez rare dans une carrière politique aussi longue. Ça, c'est un peu la technique du renard. On renifle, on essaie de voir si on peut y aller. Vous êtes retiré à chaque fois. Si on ne peut pas y aller, on n'y va pas. Mais on n'aime pas abandonner le terrier, ça c'est clair. Bon, la plus prestigieuse, en tout cas, de ces fonctions, c'est le sénateur pendant 28 ans. Le Palais du Luxembourg qu'on va voir en image, c'est un peu votre deuxième maison? Alors, d'abord, ça peut choquer l'opinion publique de dire ce sénateur qui se vautre dans les moquettes, avec des dorures au plafond et tout. Moi, j'ai toujours dit que la plus belle des moquettes de ma vie que j'ai foulées, c'était les alpages de la Molière. Et que les plus beaux plafonds, mais magnifiques de la nature, c'est un ciel étoilé. Donc, j'ai jamais été fasciné par... ce sont des constructions humaines, elles sont bien. Pourquoi le Sénat habite Atlan? Pourquoi les sénateurs habitent au Palais du Luxembourg? Parce que, de par leur assemblée, comme par exemple pour l'Assemblée nationale avec le palais de l'Assé, etc., ils entretiennent sur leur budget ces palais nationaux que l'État ne peut pas entretenir. Donc, bien sûr, quand on divise le prix de revient
du Sénat par le nombre de sénateurs, c'est scandaleux, mais ils bouffent du caviar 3 fois par jour, ils se saoulent au champagne. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça parce qu'une grosse partie des dépenses qui nous sont affectées sont en réalité le jardin de Luxembourg, plusieurs hectares, plus de 10 hectares à la disponibilité de tous les Parisiens, avec 150 jardiniers pour faire des massifs. Mais ça n'a rien à voir avec le Sénat. C'est une obligation des assemblées de gérer des palais nationaux. Entretien du patrimoine. Alors, vous n'étiez pas un sénateur comme les autres. Hein. Vous avez été pendant 9 ans vice-président du Sénat. On va vous voir en train de présider cette assemblée. Je crois que vous avez passé plus de 1000 heures sur ce siège. 2000 heures. 2000 heures. Parce que j'ai été premier vice-président pendant 9 ans. J'avais un président, René Monori, qui était un ami, vraiment. Il a été aussi un peu mon mentor. Mais ça lui cassait un peu les pieds de présider, il n'aimait pas trop. Donc on était en tout 3 vice-présidents au début. Et il y avait un tournover important parce qu'il y avait beaucoup de séances. Et j'avoue que moi, je faisais beaucoup la nuit parce que je ne voulais pas remonter le week-end. Le week-end, j'avais ma mairie, j'avais le conseil général. Il fallait que je m'occupe localement. Donc, je ne voulais pas remonter. Pour ne pas remonter, le mardi soir, mercredi soir et des fois le jeudi soir, je présidais toute la nuit. Ce qui fait que j'ai passé des milliers d'heures sur le perchoir. Alors, pendant cette période de sénateur, vous avez côtoyé 3 présidents de la République, hein, François Mitterrand, qu'on voit à vos côtés, Jacques Chirac et puis Nicolas Sarkozy. J'ai même commencé avec Giscard d'Estaing. Avec Giscard, en plus. Et après, bien sûr. En 79, à l'époque, vous n'étiez pas sénateur. Là, je parlais de votre... J'ai été élu effectivement en 83, alors que Mitterrand était élu en 80. Mais j'étais dans les starting blocks pour partir faire de la politique nationale. Et bien entendu, j'ai été amené à côtoyer Giscard dans ces heures-là. Vous auriez aimé être appelé au gouvernement par un de ces chefs d'État pendant votre carrière? J'aurais aimé quoi? Être appelé au gouvernement, devenir ministre? Alors, écoutez, ce n'est pas la peine de raconter des histoires. Bien sûr que la tentation était parfois forte. Et bien sûr qu'il est encore plus difficile de renoncer quand on vous le propose que d'être candidat sans pouvoir... Moi, j'ai eu les 2 tentations, un peu d'y aller, et puis aussi de répondre oui. Et j'ai toujours évité ça, j'allais dire toujours comme dans la filière du renard, parce que je ne le sentais pas. Je ne le sentais pas, j'ai dit, je suis très accroché, solide sur mes bases, je connais ma commune, je connais mon canton, je connais le Vercors, je connais l'Isère, je connais la montagne. Mais là, mon pauvre gars, tu t'engages dans un terrain que tu ne connais pas. Et j'ai jamais voulu y aller. L'instinct du renard, peut-être. C'est vrai que c'est un poste très exposé quand on devient ministre. Il y a quelques semaines, 3 députés iséroises ont été menacés de mort sur les réseaux sociaux. Ils ont même porté plainte. Est-ce que la politique est plus violente aujourd'hui que ce que vous avez connu à votre époque? Et je reconnais qu'aujourd'hui, les élus, notamment les députés, ont beaucoup de mérite parce qu'ils sont agressés chez eux. C'est quand même... Quand on fait de la politique, c'est pas pour soi, on le fait parce qu'on a un projet, on veut le réaliser. On le soumet aux gens, ils sont d'accord, ils votent pour vous. Mais si c'est pour se faire étriper ou ses enfants menacés, c'est des pays de voyous, quoi. C'est pire que la Biélorussie, là. Alors vous aussi, vous avez connu ce type de menaces à l'époque. Alors il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais directement au téléphone, vous le racontez dans le livre. C'était à l'occasion d'un combat politique. C'était de l'intimidation. L'intimidation, c'était un combat politique avec Alain Carignon en 1985. Il était alors jeune maire de Grenoble, très ambitieux. Et il voulait également prendre le département, devenir président de l'Isère. C'est un poste que vous convoitiez. Et ça a été tendu entre vous. Hein. Carignon a été certainement le plus brillant homme politique de l'Isère depuis très très longtemps. Et il a, lorsqu'il était maire de Grenoble, eu un succès certain. Et je pense même pouvoir dire qu'il a été un excellent maire, en dehors de ce qu'on lui a reproché par la suite. Ceci étant dit, c'est vrai que j'étais contre le fait, parce que ça ne s'était jamais produit, que le maire du chef-lieu, qui était par ailleurs déjà président de la communauté de communes de la métro, mette en plus
la main sur la totalité du département. C'est quand même un cumul de moyens énorme. Et il n'y avait plus ce rapport de force et d'équilibre. Comme en politique, il y a la gauche et la droite, bon, il y a des rapports de force, ils se complètent. Là, il y avait le milieu rural et le milieu urbain. Et moi, j'étais tout à fait hostile à ce que Carignan, qui avait déjà la mairie de Grenoble, qui était quelque chose d'assez extraordinaire, plus très jeune, brillant, plus il est devenu très rapidement député, puis ministre, puis etc. Je me disais, mais c'est incompatible avec une conception d'un aménagement du territoire sans être influencé par les responsabilités qu'on a au quotidien dans la ville de Grenoble. Donc c'est sur ce projet-là que je me suis affronté avec Alain. Bon, et il faut reconnaître qu'il a été meilleur que moi. Pas forcément, j'allais dire, avec les mêmes pratiques, mais moi, qu'est-ce que vous voulez, je n'avais pas d'expérience. Il a été extrêmement brillant pour arriver à ses fins. Il faut le reconnaître quand même. Ça a été un des meilleurs. C'était le meilleur dans l'Isère. Des intimidations qui étaient allées loin à l'époque. Hein. Vous expliquez que vous aviez écrit une lettre au procureur de la République dans l'éventualité où vous arrive malheur. Je ne vais pas trop insister là-dessus parce que c'est... Qu'est-ce que vous voulez? Moi, c'est la même chose. J'avais aussi la trouille. Hein. Bon, et quand vous me dites qu'il y a des députés qui ont peur pour leurs enfants ou pour leurs trucs, bon, moi, quand je reçois des lettres anonymes ou des coups de fil le soir, il est normal que je commence à m'inquiéter. Donc, on ne va pas revenir sur un passé qui était difficile. Ça ne m'enlève absolument pas l'admiration et la reconnaissance que j'avais pour Carignan et ses moyens intellectuels. Et il avait ce que Yves Pillet, qui était maire de Pont-à-Royan et socialiste, il a été même député socialiste, Yves Pillet disait de Carignan qu'il avait l'intelligence de la rue. Mais c'était un compliment énorme parce qu'il avait tout compris. Il connaissait le peuple. Oui, lui, il était ancré, contrairement il le connaissait bien. À d'autres... Avec ses forces et ses faiblesses. À d'autres élus. Vous me l'avez dit en ouverture, vous avez voté à la primaire républicaine pour la présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez de la candidature d'Éric Zemmour? Bah, écoutez, je ne connais pas ce personnage. Je le découvre comme tous les Français. Avec ma nature rurale un peu prudente, je préfère flairer avant de me prononcer. Je n'ai pas d'avis sur cet homme. Je ne sais pas s'il y a un fond ou si c'est... J'arrive pas à comprendre comment on peut naître aussi vite en politique. Parce qu'il avait eu le temps de se construire, s'il avait voulu, il ne l'a pas fait. Et là, tout d'un coup, il est au niveau le plus élevé. C'est contraire à toutes mes logiques, à tous mes principes. Je ne peux pas bien porter un jugement là-dessus. Oui, c'est loin de la théorie de l'escalier, ce que fait Éric Zemmour. Là, c'est le moins qu'on puisse dire. un de vos anciens collègues au conseil départemental, Gérard Dezampt, maire de Charvieux-Chavagneux dans le Nord-Isère, a accueilli Éric Zemmour il y a quelques semaines pour un meeting. On en voit les images. Il est devenu le coordonnateur régional du mouvement Reconquête lancé par le candidat d'extrême droite. C'est pas le seul. Hein. Catherine Bolz aussi, qui est élue en juin dernier sur la liste de Laurent Wauquiez au conseil régional, vient de rejoindre l'équipe de Zemmour. Est-ce que ces élus de droite républicaine qui passent dans le camp Zemmour doivent rester encore dans la même famille politique que la vôtre? Disons que Zemmour bénéficie par rapport au Front National de la nouveauté. On ne sait pas qui c'est. Le Front National, on connaît. On connaît les origines du père Le Pen, on sait les déclarations un peu parfois déplacées qu'il a pu faire. C'est un grand mouvement. Il y a des forces et des idées que je ne partage pas. Zemmour, je pensais qu'il était, j'allais dire, un peu plus dans le raisonnement, dans le bon sens. Mais je m'aperçois qu'il a aussi un peu les travers des excès. Donc je ne porterai pas de jugement parce que c'est un milieu que je connais très mal et surtout que je ne comprends pas. Alors, s'il y en a certains à droite qui rejoignent Éric Zemmour, il y en a d'autres, il y a quelques années, qui ont fait le choix d'Emmanuel Macron. C'est un choix que vous auriez pu faire en tant que centre-droit, dans votre positionnement politique, d'adhérer à la politique d'Emmanuel Macron quand il a été élu en 2017 ? Je vais vous dire, très très honnêtement, je n'ai pas de raison de ne pas le dire. J'ai jamais été convaincu que Monsieur le Président Macron avait derrière lui suffisamment d'expérience, suffisamment d'équipe,
suffisamment de projets réalisables, et je le voyais plus comme une bulle politique qui allait s'éclater. J'étais très très lié, tout le monde le sait, avec Michel Charasse, qui lui était extrêmement partisan de Macron. Et on s'est engueulé au téléphone parce que Charasse me disait « Mais enfin, tu vas quand même pas voter Le Pen, quoi. C'est arrangère et tout. » Bon. Et je lui ai dit « Mais ouais, mais en plus du Vercors, enfin, il me coupait. Il me disait « Mais t'es fou, quoi. » Je lui ai dit « Mais il est hors de question que je vote Le Pen. Mais je ne voterai pas Macron, parce que je suis sûr qu'il va être élu, j'en suis certain. Mais ça me ferait de la peine s'il faisait 80%, parce que je ne connais pas son projet, ni ses compétences, ni s'il est vraiment capable de faire ce qu'il dit. Et je ne regrette pas mon bulletin blanc, qui n'a pas été comptabilisé. Là, pour le prochain coup, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire, parce qu'on ne va pas sans arrêt s'abstenir. Mais s'il devait affronter le Front National ou Zemmour, j'hésiterais pas, je voterais pour Macron. Bon, mais pour autant, il ne vous a pas convaincu sur ces 50 mandats? Non, parce que il a quand même bien géré, globalement. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec mon analyse. Mais globalement, il a bien géré le Covid. Bon, bien sûr, avec le chèque ouvert, avec quoi qu'il en coûte, c'était plus facile. Il n'a pas les qualités qu'on voudrait tous que le président ait. Bon, d'accord. Ceci étant, le choix va être difficile. Et oui, ce sera au mois d'avril qu'il faudra choisir. Il y a quelques semaines, c'était le 20 septembre exactement, Emmanuel Macron a demandé pardon aux harkis, ces Algériens qui ont combattu dans l'armée française pendant la guerre d'Algérie et qui ont ensuite été abandonnés à leur sort par la France de De Gaulle à l'époque. Un grand nombre de ces harkis ont été massacrés par leur peuple, qui les considérait comme des traîtres. Il a bien fait, Emmanuel Macron, 60 ans après, de reconnaître la responsabilité de la France. Aucun président l'avait fait avant lui. Non, mais il a fait aussi le genou par terre devant Bouteflika en disant que la France avait commis un crime contre l'humanité en menant une guerre coloniale. C'est-à-dire que c'est tout et son contraire. Les harkis méritaient très, très largement cet hommage que le président leur a fourni. Vous avez passé des images de mes anciens harkis qui, malheureusement, pour certains, ont été massacrés. Et j'en ai eu beaucoup, beaucoup de peine. Beaucoup, beaucoup de peine. Mais ceci étant, c'est un peu tard quand même. Hein. Aujourd'hui, on en est à la 4e génération des harkis. Et c'est un peu tard pour dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour les harkis pour qu'ils puissent élever leurs enfants dans de bonnes conditions. Ces enfants ont souvent été au chômage, et les enfants des enfants, eh ben, ils sont dans la rue, et puis on connaît la suite, quoi. Ils ne sont pas intégrés. Aujourd'hui, on parle d'intégration, mais avant, c'était désintégré, quoi. On les enfermait dans des barbelés, là-bas, dans le Midi, pour couper des arbres. Ils vivaient entre eux, ils étaient complètement... C'est dingue, c'est une politique débile, quoi. Si je vous parle de ce sujet, c'est que vous l'avez vécu, cette guerre d'Algérie, en tant que soldat de l'intérieur. Vous y avez passé 28 mois. Il vous a fallu beaucoup de temps après être rentré d'Algérie pour pouvoir en parler à vos proches, en public. Ça a été si dur que ça? 40 ans. 40 ans avant de pouvoir... Il m'a fallu 40 ans pour aborder ce sujet. Pourquoi j'ai eu le courage d'un seul coup de sortir du bois? C'est à cause du général Ossarès qui disait des sottises. Il se flattait sur toutes les télés, et puis il y avait un feuilleton dans Le Monde où tous les jours il racontait ses horreurs. Lui, il était identifié au rôle de l'armée, ce qui était faux. Il avait un secteur qui était le renseignement, c'est même pas un millième des effectifs de l'armée. Sauf qu'il a donné cette image épouvantable d'une armée qui passait son temps à passer le chalumeau sur le pied des prisonniers et de les passer à la question dans les baignoires. C'est dégueulasse, et c'est sûrement fait, mais de là à généraliser et qu'on en fasse l'image de l'armée. À l'armée, on vaccinait, on soignait les gens, on faisait l'école. Moi, j'ai vécu 2 ans dans le même village. Pendant 2 ans, j'ai eu le temps de voir les fillettes aller à l'école, alors qu'avant, ils n'étaient pas... Il y avait les militaires, nos copains, qui étaient un petit peu plus doués pour faire de l'enseignement, qui enseignaient le français, l'orthographe. Et puis, on avait les infirmiers qui soignaient la population. Et on n'a pas fait que triturer les gens pour les massacrer. C'est complètement débile.
Et je suis très, très, très choqué de cette espèce de culture de la repentance sur des faits qui ne sont pas forcément avérés. Bien sûr qu'il y a eu des saloperies, mais il n'y a pas de guerre sans saloperie. On ne peut pas faire une guerre propre, ça n'existe pas. Il n'y a pas de guerre propre. Allez, on va quitter l'Algérie, Jean Faure, pour revenir dans nos montagnes. La semaine dernière, à votre place, on recevait Marie-Noëlle Battistel, députée socialiste de l'Isère. Sa circonscription, vous la connaissez bien, puisqu'elle englobe tout le Vercors. Alors, le petit jeu dans le QG politique, c'est de demander à l'invité de poser une question à celui qui viendra la semaine suivante. On écoute donc la question de Marie-Noëlle Battistel. Eh bien, bonjour Jean. Tu as été l'initiateur de la loi Montagne, de la première loi Montagne. J'ai beaucoup travaillé sur la deuxième loi Montagne. Nous partageons la même passion pour ces territoires. Tu as participé, comme moi d'ailleurs, aux États généraux de la transition des métiers de la montagne et du tourisme en montagne, notamment à la FRAT, où nous nous sommes vus. Est-ce qu'on pourrait avoir ton point de vue et ta vision de la montagne de demain, toi qui es considéré aujourd'hui comme un des sages dans nos territoires? Alors d'abord, ma première réponse à Marie-Noëlle, c'est de dire que la preuve que j'ai jamais été sectaire en politique, c'est que j'ai appelé à voter pour elle. Alors bien sûr, ça n'a pas forcément plu à la dernière législative. Aux dernières législatives. Bien, je ne l'aurais pas fait avant. Au contraire, avant, je l'ai combattu loyalement avec respect. Mais là, j'ai appelé à voter pour elle parce que c'est quelqu'un de travailleur qui connaît bien son boulot et elle est à la tête de la plus grande circonscription française de montagne. Et elle a gagné tous ses galons à la NEM, et tout ça, elle a bien travaillé. Et c'est vraiment pour nous quelqu'un de précieux, parce que sur le plan des compétences, elle est compétente. Maintenant, on ne parle pas des idées. Les idées, on est là pour les combattre. Mais en tant que personne, c'est une belle personne. Elle me pose la question de ma vision sur la montagne. Vous savez, aujourd'hui, moi, je ne tire pas les cartes. Ce que je vois, c'est que je suis moi-même surpris par le réchauffement climatique. J'étais un peu dubitatif parce que dans ma famille, il y avait des scientifiques qui étaient assez proches d'Allègre et qui disaient bon, d'accord, l'action de l'homme sur le climat, mais c'est epsilon. Il suffit que le Soleil lui-même ou que la Terre bascule d'un millième de millimètre sur son axe pour que ça change complètement les climats partout. Donc il faut être modeste. Ceci étant, on a quand même la preuve que notre production industrielle n'a pas arrangé l'air et le carbone, mais alors les mers, c'est épouvantable, et là, il y a un vrai scandale. Donc moi, la vision de la montagne, je pense qu'il y a encore 30 ou 40 ans de lent déclin du ski, mais c'est pas demain matin qu'il va pas neiger. Il n'y a jamais eu autant de neige qu'aujourd'hui. On a eu un mois de novembre qui est digne d'un mois de février. Il y a 1,20 m de neige à 1000 mètres d'altitude. C'est que de la poudreuse. Il fait froid toutes les nuits. On n'a jamais eu un hiver aussi beau. L'hiver dernier, c'était la même chose. Donc, on sait bien que le réchauffement climatique va vraiment perturber l'économie. Il faut s'y préparer. Mais il ne faut pas dire il faut qu'on soit prêt demain. Il faut se préparer au fur et à mesure que les activités traditionnelles disparaissent, que la neige peu à peu devient plus rare, qu'elle devient plus chère. Et qu'elle va même devenir un jour insupportable, parce que dans 50 ans, s'il faut faire que de la neige artificielle, ce n'est pas raisonnable. Donc il faut se préparer à une transition. Voilà des images du stade de neige de la Sûre à Autran. C'est pas facile d'inventer un nouveau modèle économique quand même pour ces stations, notamment de moyenne montagne, sans le ski, même s'il y a encore quelques années où on va pouvoir le pratiquer. Ce qui est un peu agaçant pour les acteurs de la montagne, et notamment, y compris moi, c'est que souvent il y a des gens qui viennent nous dire comment il faut faire. Bon, ils viennent de s'installer, ils n'ont jamais vu la montagne. Si ça se trouve, l'année prochaine, ils vont partir parce que à force de peler de la neige, de passer le col de Croix-Perrin, en étant obligés de déchaîner et tout, un jour, ils finiront peut-être par revendre leurs biens qu'ils ont payés hors de prix, parce que c'était au moment du Covid. Alors, moi, je dis simplement, il n'y a pas de miracle.
n'y a pas de miracle. Une politique de la transition, ça se prépare par la formation des hommes. Si demain il y a de nouvelles activités, il faut former les hommes tout de suite. Il faut être prêt. Moi, à la tête de la FRAT, j'ai créé la FRAT, c'est un centre de formation des ruraux aux activités du tourisme. Je l'ai créé, j'avais 27 ans. Aujourd'hui, ce truc, il a 56, 57 ans. On a passé 55 000 jeunes de montagne en formation pour se préparer aux activités du tourisme. On a bien été obligé, d'ailleurs, on voit là quand je l'époque, en train de répondre à une interview. Je présentais la FRAT. Mais aujourd'hui, la FRAT n'a pas pris une ride. Je veux dire, la transition, elle est encore pire que jamais. Il faut vraiment vite former les jeunes pour qu'ils soient prêts à occuper les emplois de demain. Alors, vous l'avez dit, l'hiver 2022 s'annonce sous de meilleurs auspices, puisqu'il a beaucoup neigé, notamment à Autrans, peut-être même un peu trop, parce que même les tracteurs, regardez ces images, ont du mal à faire le travail. Hein. C'est vous là qui pilotez, Jean ? C'est vous qui Là, je me suis retourné avec, oui, d'accord. On cache vite. Allez, là, votre tracteur. J'ai basculé. Moi, ça arrive à tout le monde. Mais ça veut dire quand même qu'à 85 ans, je me débrouille. Je ne suis pas obligé de pleurnicher pour qu'on vienne me déneiger. Je veux être autonome. Bon, c'était un petit clin d'œil pour montrer que vous n'avez pas perdu la main de votre passé d'agriculteur. Vous faites encore du ski aujourd'hui ? Alors, j'ai fait du ski, pour tout vous dire, très honnêtement, à un très bon niveau, satisfaisant par rapport à l'âge que j'avais, jusqu'à 83 ans. À 83 ans, j'ai attrapé le Covid. Et là, j'ai été transporté à l'hôpital et déclaré cliniquement mort. Bon, ils m'ont ressuscité parce que les pompiers d'Autrans ont insisté en disant « Mais on lui a fait l'oxygène il y a 2 minutes et il a encore respiré. » Bon, alors on va essayer. Et je suis là pour témoigner. Mais ça m'a foutu un coup terrible. Là, aujourd'hui, je pourrais plus... Ça, ce sont les images juste avant le Covid. Oui, puis comme j'avais déjà une maladie du cœur, la totalité fait que je vais peut-être être très prudent pour monter sur les planches. Bon, alors il y a parmi les stations iséroises une qui fête ses 50 ans pendant cet hiver, une station que beaucoup de Grenoblois connaissent, c'est la station des Sept-Lots, qui est devenue le 3e domaine skiable de notre département. Une station que vous avez présidée à la fin des années 80, à un moment où il était même question de la fermeture des Sept-Lots. Eh bien, c'est là qu'en 85, quand Alain Carignon a pris le conseil général et qui m'a demandé d'être son vice-président chargé de la montagne et du tourisme, il m'a demandé 2 ans après, en 87, de prendre la direction de la station des Sept-Lots, parce que la station, elle était départementale en fait. Elle était gérée par la SADI depuis Grenoble et elle était sous le régime d'un syndicat mixte où il y avait la ville de Grenoble, le conseil général de l'Isère, et puis toute une flopée Donc il m'a dit, ça ne peut pas durer, il y a un déficit énorme, on ne peut pas continuer à cracher comme ça. Il y avait 2 collègues à moi qui avaient pris, ils ont jeté l'éponge au bout de 2-3 mois. Il m'a dit, il faut que tu prennes. Donc j'y suis resté 7 ans, j'ai remis la station en marche, mais j'avais quand même demandé à Alain Carignon, j'accepte à une condition, c'est d'avoir carte blanche, mais je dis bien carte blanche, y compris pour tous les plans de restriction, les ruptures de contrat et tout. Ah, il m'a dit, tu l'as. Sauf que tout de suite, il a vu que c'était quand même... J'ai cassé les contrats avec la SADI, et la SADI, elle était présidée par le Conseil général. Après, les types, ça était foudrage, parce que c'était un fromage formidable. Le Conseil général, via la station, engraissait la SADI. C'était pas sain. J'ai eu la précaution quand même d'aller voir le président de la Chambre régionale des comptes. Il m'a dit, Monsieur Faure, vous êtes le premier élu à nouveau. La Chambre avait été créée il n'y a pas longtemps, et tout le monde en avait peur, on ne voulait pas aller voir ce truc-là. Et là, ils m'ont rendu un immense service et qu'ils m'ont dépioté tout le montage en disant, voilà, j'ai compris ce qu'il fallait faire, je l'ai fait, Carignon m'a suivi, tout le monde m'a suivi, le plan a été efficace, le Conseil général a payé ce qu'il devait payer, et d'un seul coup, la SEM est devenue rentable. Et il y a eu, à partir du moment où elle n'avait plus les charges de l'entretien qui n'incombaient pas du tout à une SEM de remontée mécanique,
entretenir les routes, construire les parkings, enfin bon, c'était les accès, ça n'avait rien à voir avec la politique d'une remontée mécanique. Donc à partir de là, on a gagné de l'argent. J'ai laissé le pouvoir aux 3 élus locaux, le maire des Adrets, M. Piqueny, le maire de Tess, M. Perpillard, et ce regretté M. Gaston Tavel, qui était maire de la Ferrière, qui était un type formidable. Ce trio a porté mon plan jusqu'au bout, sans renacler. La station qui est aujourd'hui une belle réussite et qui est gérée désormais par la communauté de communes du Grésivaudan. On sent... Alors là, on retombe dans les erreurs du passé, c'est-à-dire que pour bien gérer une station, il faut avoir les pieds dans la neige, il faut être là le matin, se lever et dire les décisions doivent être prises à l'intérieur de la station. Pas dans les bureaux chauffés, confortables de la SADI à Grenoble. C'était grotesque. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On refait l'erreur en donnant la gestion de la station. Alors, j'avoue que c'est sur le plan du montage, c'est un peu compliqué parce que la loi NOTRe a interdit les syndicats. Les syndicats devaient disparaître, ils devaient fusionner avec les communautés de communes. Alors là, ben voilà, résultat, la station est gérée par un syndicat. Elle tombe dans les mains d'une communauté de communes qui va de Chambéry jusqu'à Grenoble. C'est pas sérieux. On verra comment ça évolue dans les années à venir. Pour rester dans le domaine de la montagne, vous arborez la tenue rouge des moniteurs de ski de l'ESF. J'en suis toujours très fier. Oui, mais on peut être fier quand on est moniteur, c'est à vie. Laurent Wauquiez, qui n'est pas moniteur de ski, mais qui s'intéresse beaucoup à la montagne, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a lancé l'idée il y a quelques semaines d'une candidature des Alpes pour les Jeux Olympiques de 2030. Est-ce que c'est une bonne idée ? Écoutez, un homme politique, s'il n'a pas de projet, ce n'est pas un homme politique. Donc Laurent Wauquiez pense que c'est une bonne chose. Ce n'est pas moi qui vais le contredire. Les Jeux Olympiques sont... Alors, vous avez aujourd'hui des contre-pouvoirs en disant mais c'est honteux de dépenser de l'argent. Dépenser de l'argent. On râle pas quand on achète du fer à la Chine. On râle pas quand on fait des guerres camouflées. Mais là, c'est grotesque, quoi. Moi, je dis que aujourd'hui... il faut garder raison, voilà. Bon, vous avez connu les Jeux Olympiques de 1968. Oui, ça a été extraordinaire. Franchement, pour notre région, on voit les Jeux Olympiques ici à Autran. J'ai été directeur du village olympique, donc je peux en parler en pleine connaissance de cause parce que j'ai été au premier rang. Et ça a apporté non seulement à Grenoble, non seulement à la métro, mais dans toutes les stations, les accès, les services, les liaisons téléphoniques, l'accès à toute la modernité, alors qu'il y a encore des régions de montagne en France aujourd'hui, 60 ans après nous, qui ne sont toujours pas équipées. Là, on voit le tremplin d'Autran qui fonctionne toujours au cœur du village. Ce village olympique que vous avez dirigé, aujourd'hui, il existe toujours, mais il est un peu à l'abandon. Tout a une fin. Et ce village olympique, avant de partir, j'avais réussi à, comme on les voit sur les photos, à réparer une partie seulement de ce village olympique qui était des gîtes communaux. Donc ils sont toujours des lits chauds, c'est-à-dire loués toutes les saisons, etc. Par contre, les bâtiments qu'on voit sur les images sont en ruine actuellement. Plus personne... Brémond, le patron de Pierre et Vacances, qui est propriétaire, s'en est complètement désintéressé, à tel point qu'il le donne pour le franc symbolique. Sauf qu'il y a de l'amiante, pour désamianter, ça coûte des fortunes, donc ça met le prix du terrain excessif. Donc c'est difficile à gérer pour trouver une succession. Mais la nature a horreur du vide et je suis sûr qu'il y aura un projet. Bon, les Jeux Olympiques qui ne seront pas... sûr. Les Jeux Olympiques qui, si c'était la fête à Autran, ne le seront pas forcément cet hiver. L'Olympiade prévue du 4 au 20 février à Pékin se déroulera à huis clos, sans public, sans beaucoup d'effervescence. On suivra ça quand même avec intérêt, parce qu'il y a pas mal d'athlètes du Vercors et même des Sept-Lots avec les biathlètes qui ont pu être licenciés dans la station des Sept-Lots qui nous ramèneront peut-être des médailles. On arrive au terme de cette émission, Jean Faure. On aurait pu aborder beaucoup d'autres sujets. Il y en a
plein dans ce livre qui retrace une vie très remplie, très, très riche, hein, comme la création par exemple du parc régional du Vercors que vous avez mis en route, ou la redevance sur les domaines nordiques, qui était une petite révolution aussi il y a quelques années, ou encore un détournement d'avion auquel vous avez assisté, enfin vous avez été victime avec prise d'otage à une époque où vous alliez en expédition en Himalaya. Donc j'invite tous ceux qui veulent en savoir un peu plus sur votre parcours à découvrir ça à travers le livre ou à travers le documentaire réalisé par Lucille Dailly il y a un an pour le compte de Télé Grenoble. On retrouve d'ailleurs en replay sur notre site internet. On arrive au terme de cette émission. Il vous reste 2 petits exercices. D'abord, une petite carte blanche, un coup de cœur, un sujet que vous avez envie d'aborder pour finir l'émission. Je crois qu'on va rester dans le Vercors avec le ski de fond. Les coups de cœur, j'en ai encore beaucoup, malgré mon âge. Et j'avoue que répondre brutalement comme ça, moi, j'ai consacré l'essentiel de ma vie à la politique. C'est un métier difficile. C'est un métier... C'est un gros mot de dire que c'est un métier, mais attendez, il faut arrêter. Celui qui fait de la politique en essayant de gagner et de faire tourner son entreprise, soit il fait les deux mal, soit il s'occupe de la politique et l'entreprise tombe en panne, soit il s'occupe Donc moi je pense que la politique est un art difficile et où les gens sont très exigeants, très exigeants. Et je n'ai pas d'appel particulier à faire, mais je veux dire, je peux témoigner que ce métier, c'est une vocation. On ne peut pas s'y donner à 50%. Quand on est dedans, on est complètement pris. Les gens exigent de vous que vous soyez disponible, que vous répondiez intelligemment à leurs questions. Donc ça vous oblige à vous mettre dans le coup, d'être un jour et puis de porter leurs espoirs. Dernier petit exercice. Vous allez poser une question au prochain invité. Il s'agit de Yannick Neuder, le président des Républicains en Isère, qui est également vice-président du Conseil régional, qui sera notre invité au mois de janvier. Je vous laisse regarder la caméra en face de vous et lui poser une question. Yannick, tu es un grand monsieur parce que tu as des responsabilités politiques énormes, avec Bièvre Valoir, avec la vice-présidente de la région et président des Républicains. Mais tu as aussi un métier extrêmement difficile où tu es considéré parmi les meilleurs. Le problème, c'est que le Covid relie les deux. Il relie l'homme politique et il relie le médecin. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que tout le monde est un peu perdu. Il n'y a pas réellement de réponse médicale à ce problème. Et il n'y a absolument aucune réponse politique sur l'avenir, s'il devait y avoir des séquelles, qu'est-ce qui pourrait se passer si on ne connaît pas la totalité. Donc, je voulais te demander comment espères-tu, dans ces 2 fonctions importantes que tu occupes, à apporter ta contribution pour essayer de quand même alléger un peu la peine des gens. Et bien voilà, merci beaucoup Jean Faure. Yannick Neuder répondra à cette question et bien d'autres le vendredi 14 janvier à 21h15 pour la première diffusion du prochain QG politique. Bonne saison sur les skis ou pas. Merci. En tout cas, on a été très heureux de vous accueillir ici dans le QG politique de Télé Grenoble. Merci.